Emmanuel Combe, la concurrence aux presses universitaires de France, avec une préface de Laurence Boone. C'est un petit livre qu'on devrait tous relire pour ceux qui ont déjà travaillé sur la concurrence, parce qu'il y a souvent des idées un peu communes, des idées un peu bateaux d'ailleurs sur la concurrence. On a tendance à penser que la concurrence, c'est d'abord les prix. Mais il n'y a pas que ça, Emmanuel Combe. Oui, vous avez raison. Je pense que la concurrence, spontanément, on pense prix bas, ce qui n'est pas faux. Hein. C'est qualité. Mais je ne crois pas que la concurrence se réduise à cela. Et c'est important parce que sinon, c'est un petit peu anxiogène de dire finalement la concurrence, c'est que des prix bas et c'est bon pour le consommateur. Non, la concurrence, c'est aussi de la variété des produits. Hein, c'est pouvoir choisir différents produits. Quand vous importez des produits, par définition, c'est parce qu'ils sont un petit peu différents de ceux que vous avez sur votre marché domestique. Prenez le cas de l'automobile. Donc, c'est de la variété. Mais situons-nous du côté de l'entreprise. La concurrence est aussi un formidable vecteur d'incitation. Incitation à faire quoi? À faire de la qualité, à faire de l'innovation. Et là, on a des études empiriques. C'est pas ce que je vous dis, c'est pas des idées en chambre. C'est pas fumeux. Il y a des études assez claires. Prenez le transport aérien que vous connaissez bien, Pascal, qui montrent typiquement que l'entrée d'un concurrent, low cost ou pas, sur une ligne améliore la ponctualité des vols. Et puis on le sait, les VTC ont eu un effet vertueux typiquement sur la qualité de service offert par les taxis, notamment à Paris. Donc cet aspect-là de la concurrence, je trouve qu'on l'oublie trop souvent. Or, il est important parce qu'il est assez positif, cette idée que la concurrence, c'est le droit de venir contester l'opérateur existant parce qu'on a des meilleurs produits. Mais attention, Pascal, dans le respect des règles de droit. On va peut-être y revenir. Pour moi, la concurrence, c'est pas la loi de la jungle. C'est pas un western. Mais c'est l'inverse. La concurrence, c'est pas la loi du plus fort. La concurrence, c'est la loi du plus méritant, c'est-à-dire celui qui, à l'intérieur d'un cadre donné, prenez la métaphore sportive. Finalement, qu'est-ce que c'est que la concurrence? On est tous sur le même stade, que le meilleur gagne. Par contre, on ne joue pas avec la main et on ne marque pas des buts. Au football, en tout cas. Voilà, avec la main, sauf quand on s'appelle Maradona. Mais vous voyez, il y a cette idée qu'il y a des règles du jeu. Donc pour moi, la concurrence est une institution, ça n'est pas quelque chose de naturel. Mais c'est le droit, fondamentalement, Pascal, de tenter ça. Chance. C'est assez démocratique en réalité la concurrence. Comment expliquez-vous précisément que la concurrence en France intrigue? Est-ce que, au fond, ça n'est pas représenté comme une situation dangereuse? Vous l'avez dit, hein, la loi du plus fort. On est dans un pays quand même qui a porté sur les fonds baptismaux ses champions. Oui. On aime les grandes entreprises, les entreprises nationales. Il y a une espèce de culture du monopole en France. Oui. Je crois que d'abord, on n'a pas véritablement, vous avez raison, de culture économique tout court en France, malheureusement. Mais au-delà, il y a aussi cette idée que trop souvent, lorsqu'on parle de concurrence, et on revient à votre question de départ, on la présente uniquement comme dans l'intérêt du consommateur. Et donc, la messe est dite. On a d'un côté le consommateur qui devient un tyran pour avoir des prix bas, et puis de l'autre, on vous dit, mais regardez, tout ce que le consommateur va gagner, le producteur va le perdre. Eh bien non, l'économie, c'est pas si simple que ça. Vous savez, l'économie, c'est subtil. En réalité, la concurrence, ça bénéficie aux consommateurs, mais également aux producteurs, et j'irai même plus loin, Pascal, aux salariés, ce qui n'est pas complètement intuitif. L'intuition, c'est plutôt la concurrence détruit de l'emploi. En réalité, ce n'est pas ce que montrent les études empiriques. Vous savez, en économie, il y a toujours le visible et l'invisible. Je crois que c'est Frédéric Bastiat qui disait ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Quand vous avez un opérateur qui rentre, prenez, je ne sais pas, EasyJet qui rentre sur le marché français, oui, ça va malheureusement peut-être détruire des emplois, par exemple chez l'opérateur historique Air France. Mais n'oublions pas d'abord les emplois que l'on crée chez le nouvel entrant, premièrement. Secondement, lorsque la concurrence se développe, cela fait baisser les prix. Et donc, vous élargissez la taille du marché. Il y a plus de clients qui prennent l'avion. Non seulement d'EasyJet, mais d'Air France. Et comme je le dis souvent, le grand gagnant de l'entrée d'EasyJet, c'est en réalité le client d'Air France. Puisque ça a obligé Air France à baisser. C'est l'ancienne entreprise dominante. Tout à fait. Et puis, n'oublions pas les gains en emploi indirects. Et ça a été chiffré. Et vous connaissez le sujet mieux que quiconque, Pascal, c'est tous les emplois qui ont été créés grâce au transport aérien dans l'hôtellerie, dans la restauration. Le tourisme, le patrimoine. Quand vous raisonnez comme ça de manière agrégée, les économistes vous disent ça n'est pas en réalité un destructeur d'emplois. Ce qui ne veut pas dire que la concurrence ne doit pas être accompagnée sur le marché du travail par de la flexi-sécurité. Moi, j'ai toujours dit que la concurrence n'est pas admissible s'il n'y a pas une protection des travailleurs. Vous voyez, donc c'est très important. Est-ce qu'il n'y a pas quelques contre-exemples? Est-ce que ça ne réduit pas la valeur dans certains cas? Est-ce que ça n'appauvrit pas certaines filières? Je prends un autre exemple. Il y a une guerre des prix dans le secteur de la distribution, sur ce qu'on appelle les produits de grande consommation et les produits frais.
vous adressez aux paysans, aux agriculteurs français, aux transformateurs, ils vous disent « Oui, il y a une telle concurrence aujourd'hui sur les prix, c'est-à-dire qu'on joue les centimes les uns après les autres, qu'on finit par dégrader la qualité des produits. » Est-ce que ça ne se produit pas aussi? Je ne suis pas sûr que ça joue sur la qualité, ça joue plutôt sur la rémunération, malheureusement, de ceux qui sont tout en haut de la filière. Mais vous voyez, la cause principale, pour rester sur ce sujet-là, la cause principale, c'est l'atomisation de la filière en amont. Les agriculteurs sont relativement de petite taille par rapport à la distribution. Ce n'est pas la concurrence en tant que telle, c'est le déséquilibre des forces entre les deux. Et je constate en tout cas que toutes les tentatives, malheureusement, pour réguler le secteur jusqu'à preuve du contraire, à ce jour, se sont soldées par un échec. Mais je reviens sur ce point qui est vraiment très important. Je ne voudrais pas qu'on ait le sentiment que la concurrence, c'est en quelque sorte quelque chose qui se développe, qui peut se développer sans règles du jeu. La concurrence doit être encadrée. Non seulement elle n'est pas antinomique avec l'intervention de l'État, mais je pense même qu'il faut un État fort qui siffle la fin de la récré lorsqu'un acteur, par exemple, se livre à de la concurrence déloyale, lorsqu'il se livre à des comportements d'entente, lorsqu'il abuse de sa position dominante. Vous voyez? Donc la concurrence, c'est exactement cette métaphore sportive. Elle se déroule à l'intérieur d'un stade avec des règles du jeu qui doivent être les mêmes pour tous. Sifflet. Et un sifflet. Un sifflet qui est l'autorité de la concurrence. De l'autre côté, notamment, ça peut être la DGCCRF également. C'est parfois la direction de la concurrence et de la répression des fraudes, en effet. En général, on dit, voilà, d'un côté, des situations très concurrentielles, de l'autre côté, des monopoles. Est-ce qu'il n'y a pas des monopoles, malgré tout, dans l'histoire, qui ont été des monopoles naturels, vertueux et efficaces? Mais j'irais même plus loin, Pascal. Au fond, la concurrence, ça n'est pas lorsqu'on a 50 acteurs sur le marché. Non, la concurrence, c'est peut-être même parfois lorsqu'on est tout seul. Revenons à l'étymologie du mot. Concurrence, ça se dit comment en anglais? Competition, la course, c'est pas, on arrive tous au même moment. Donc on peut avoir un monopole vertueux si, notamment, c'est un monopole d'innovation. Donc premier cas possible, j'ai inventé un produit meilleur que mes concurrents, je suis en monopole, mais heureusement qu'il faut s'en réjouir. Prenez typiquement l'ARN messager. On va quand même pas reprocher à Moderna d'avoir innové. Donc attention, la concurrence, ça ne signifie pas pour moi le grand nombre d'acteurs. C'est être sûr que celui qui occupe le marché, l'occupe parce qu'il est meilleur que les autres. Premier cas. Je vais prendre un exemple, la SNCF. La SNCF a son offre classique aujourd'hui et elle a créé, il y a maintenant quelques années, peu après 2010, Ouigo, qui est une espèce de formule simplifiée du train. On est toujours dans le cadre d'un monopole. On voit d'ailleurs que la concurrence est complexe dans le transport ferroviaire parce qu'il faut un stock de capital important pour entrer sur le marché. Mais on peut dire que dans certains cas, les monopoles sont innovants. Alors, ils sont innovants. On peut aussi se dire que, alors, je ne vais pas faire grief à la SNCF, que la SNCF a lancé Ouigo dans la perspective de l'ouverture à la concurrence du marché, ce qui est une très bonne, sans doute une très bonne chose. Deuxième cas de monopole justifié, c'est ce qu'on appelle, vous avez raison, les monopoles naturels. Quand un marché est de petite taille, prenez par exemple les dom-tom, il est évident qu'on ne va pas avoir 50 opérateurs. Donc attention, la concurrence, ça n'est pas l'idéologie du grand nombre. La concurrence, c'est être sûr que s'il y a 3 acteurs sur le marché, il ne puisse pas y en avoir un 4e. Mais si le 4e peut exister, alors on doit le laisser rentrer. Mais vous avez raison, la concurrence peut être en petit nombre. On peut avoir une concurrence très intense avec 2 opérateurs. On le voit dans le transport aérien. Quand vous avez une concurrence entre Ryanair et EasyJet sur une ligne, je peux vous dire que ça fait très mal. Donc attention aussi à ce mythe. Oui, il y a beaucoup de mythes sur la concurrence. La concurrence, c'est pas quand on est 500. La concurrence, c'est peut-être quand on est 2, 3, 4, mais qu'on ne s'entend pas sur les prix, qu'on n'abuse pas de sa position dominante et qu'on laisse surtout rentrer éventuellement un petit acteur. Mais est-ce que vous diriez, vous, que la concurrence est satisfaisante en France ? Alors, ça dépend des secteurs. Je dirais globalement, contrairement à l'idée que l'on a, la concurrence est dans la moyenne des pays de l'OCDE. Quand vous regardez les indicateurs de concurrence, nous ne sommes ni en retard, ni en avance. Par contre, dans des secteurs très particuliers, notamment les services à la personne, on voit bien qu'il est très difficile d'injecter le souffle de la concurrence. Prenons un exemple très concret. Alors je sais qu'il n'est pas consensuel, puisque c'est une profession qui est en effet très méritante en tant que telle. C'est la profession des pharmaciens. On voit bien que l'autorité de la concurrence, notamment, essaye d'insuffler une dose de concurrence. Elle n'y arrive pas, parce qu'on est sur des marchés où justement il y a cette idée que la concurrence va nécessairement s'opposer à la santé. Pas forcément. Pas forcément. Mais il y a d'autres métiers. Je pense par exemple au métier des experts comptables, au métier des notaires. Ce sont des métiers dans lesquels il y a une charge.
on est protégé par un diplôme, il y a une espèce d'obligation de conseil des opérateurs. Est-ce que ces marchés pourraient être un jour ouverts à la concurrence? Je vous pose la question pour les parce notaires, que ça a évolué. Hein, ça a un peu évolué, effectivement. Donc, je vous pose la question parce qu'en général, quand on regarde le marché français, les observateurs disent qu'il y a encore quelques secteurs dans lesquels il y aurait notamment ceux-ci à gagner, à rendre un peu de pouvoir d'achat aux clients, aux consommateurs. C'est pas que du pouvoir d'achat, Pascal. À nouveau, je crois qu'il faut faire très attention de ne pas tomber justement dans ce jeu du consommateur contre le producteur. C'est aussi de l'incitation à se différencier. Il y a plusieurs manières d'exercer un métier. Alors, il y a quand même eu des choses qui ont été faites. Hein. Il y a eu, suite au rapport Attali, pas mal de choses qui ont été faites en 2007-2008. Il y a eu la loi Macron de 2015. Mais c'est toujours compliqué pour un décideur politique d'insuffler de la concurrence. Pourquoi? C'est très simple. Parce que ceux qui bénéficient d'une rente de rareté, c'est assez logique, vont s'y opposer. Et il va finalement défendre l'intérêt de ceux qui n'existent pas encore. Donc c'est assez compliqué pour un décideur politique de porter des réformes pro-concurrentielles. Mais il y a encore un petit gisement. Attention, il ne s'agit pas de dire que la France va faire 5 points de croissance parce qu'on va libérer la concurrence. Mais la concurrence fait partie. C'est un ingrédient, non pas de pouvoir d'achat, de croissance économique. Quand vous écoutez les travaux de l'OCDE, puisque Laurence Boone m'a fait l'honneur de faire la préface, l'OCDE dit quoi quand elle parle de concurrence? Elle ne parle pas de prix bas, elle vous dit la concurrence, ça incite à être plus efficace, ça incite à être plus innovant, ça incite à diversifier son offre. Tout ça, ça s'appelle des gains de productivité. Alors on va voir que même avec 4 opérateurs sur un marché, on peut rencontrer parfois des problèmes concurrentiels. C'est le marché des titres restaurants. 6 milliards d'euros par an. Bon, ce n'est pas un immense marché, mais c'est comparable, par exemple, au marché des opticiens, entre 5 et 6 milliards d'euros par an. Les acteurs qui se partagent le marché sont au nombre de 4, et on va voir que même concurrentiel, ce marché n'est pas toujours tout à fait loyal. Les opérateurs historiques peuvent, par exemple, s'entendre pour créer ce que les économistes appellent des frictions à l'entrée du marché, et empêcher de nouveaux acteurs d'arriver, par exemple sur la base d'une rupture technologique. Pour tout comprendre, Fabien Chadeau. Vous les utilisez tous les jours pour payer votre déjeuner, ticket restaurant, chèque déjeuner ou encore chèque de table. Une bonne affaire pour les salariés qui en bénéficient car l'employeur en paye en général la moitié. Mais le titre en restaurant, c'est surtout un marché extrêmement juteux pour ceux qui les fabriquent. Ils se rémunèrent plusieurs fois pour un même service. Lorsqu'ils vendent le chèque à l'entreprise, ils prélèvent 1 à 2%. Lorsque le restaurateur envoie ses chèques pour se faire rembourser, l'émetteur du titre empoche une nouvelle commission entre 3 et 5%. Enfin, ils mettent plusieurs semaines à rembourser le restaurateur. Pendant ce temps, l'argent est placé et génère des intérêts. Au total, un marché de 6 milliards d'euros par an, partagé par seulement 4 entreprises, et ce depuis des décennies. Cet entrepreneur a lancé une application de paiement par smartphone il y a 4 ans. Mais son projet a été systématiquement torpillé par les concurrents. Il est très facile de dire, c'est pas légal, ça marche pas bien, faites attention, il y aura des problèmes avec l'administration. Et en fait, il suffit de faire un petit peu peur à un DRH pour qu'il se retire, parce que c'est pas quelqu'un qui est censé prendre des risques pour ses salariés. L'entrepreneur a finalement porté plainte auprès de l'autorité de la concurrence qui a condamné en décembre dernier les 4 opérateurs historiques, Edenred, Sodexo, Natixis Intertitre et Up, à une amende de 414 millions d'euros pour avoir verrouillé le marché. Pourtant, ces nouveaux moyens de paiement sont appréciés des consommateurs. Une seule carte pour tous vos tickets, beaucoup plus simple. C'est plus pratique parce que du coup, on n'a pas de rendu de monnaie sur la carte. L'intérêt, c'est de pouvoir tout simplement dépenser au centime près ce qu'on mange. Beaucoup plus avantageux aussi pour le restaurateur. Les titres papier, pour nous, c'est une perte de temps au niveau comptable. On est obligé de les découper tous les soirs, les tamponner, de les compter, de les déposer et d'attendre entre 1 semaine et 3 semaines pour avoir le règlement. Donc ça fait que c'est une trésorerie dormante pour nous. Tandis que la dématérialisation, il pose la carte et dans les 48 heures maximum, on est payé. Autre avantage, le restaurateur paiera une commission beaucoup plus faible. Aujourd'hui, les titres restaurants dématérialisés représentent à peine 5% du marché. Les principaux opérateurs espèrent doubler dans les 2 ans. Voilà, Emmanuel Combe, il y a 2 ou 3 idées là tout à fait intéressantes. D'abord, on voit que même à 4, on peut s'entendre. Ce sont des ententes concurrentielles. L'autorité de la concurrence lutte notamment contre ces ententes concurrentielles. Puis on voit que la concurrence,
c'est l'illustration de ce qu'on se disait tout à l'heure. Elle apporte du progrès. La dématérialisation des chèques restaurants, le gain de temps pour le restaurateur ou pour le commerçant, puis j'allais dire l'ergonomie d'utilisation pour le consommateur. Alors je ne m'exprimerai pas sur ce cas particulier parce que je suis tenu à un devoir de réserve, mais vous avez raison, fondamentalement c'est intéressant de voir que les insiders, ceux qui sont déjà en place, peuvent avoir intérêt à faire ce qu'on appelle finalement du boycott collectif. On va empêcher un entrant, surtout s'il est un entrant très innovant, ce qu'on appelle un disrupteur. Puisque le disrupteur, potentiellement, il peut prendre la totalité du marché. Alors ça peut prendre la forme d'une entente, ça peut prendre la forme d'un abus de position dominante. Je suis une entreprise dominante et je vais faire en sorte que le petit concurrent ne se développe pas. Et puis même, vous savez, c'est le thème à la mode, je peux même racheter le petit concurrent. C'est souvent le cas. Trop menaçant, ce qu'on appelle les fameuses killer acquisition, pour mieux le faire taire. Donc vous voyez, la concurrence, c'est pas quelque chose de naturel. Et on revient à notre sujet de départ, Pascal, qui est toujours cette idée qu'il n'y a pas de concurrence sans règle du jeu, il n'y a pas de règle du jeu sans un arbitre qui, en effet, met des sanctions le cas nécessaire. C'est important que les Français aient bien conscience que la concurrence est régulée dans notre pays. Elle est même fortement régulée. Et Emmanuel, écoutez, il y a aussi quelque chose qui est à hauteur d'homme, c'est l'économie du quotidien. Le consommateur, il a peur. Souvent, il a un opérateur historique, Exactement. Il a des habitudes. L'opérateur historique peut lui raconter des cracks en lui disant si vous nous quittez, vous ne reviendrez jamais, et vous allez perdre tous vos avantages. Et ça marche. Et vous comprenez pourquoi, justement, la concurrence n'est pas quelque chose de naturel. Vous avez raison, le consommateur est naturellement immobile. Il y a ce qu'on appelle un biais de statu quo. On préfère toujours rester chez l'opérateur chez lequel on est. Donc déjà, naturellement, la concurrence n'est pas quelque chose que le consommateur va mettre en œuvre. Raison de plus pour ne pas mettre des petites frictions, ces petits grains de sable qui n'ont l'air de rien, qui n'ont l'air de rien et qui vont faire que le consommateur ne changera pas. Prenons un autre exemple, typiquement la comparabilité des offres. Vous avez des marchés où c'est très difficile de changer parce que vous ne pouvez pas comparer les offres. Peut-être que ce manque de comparabilité, ce manque de transparence est justement destiné à éviter que le consommateur ne change d'opérateur. Merci Emmanuel Combe. La concurrence, préface de Laurence Boone, sujet passionnant. Lisez ce petit livre cet été. Vous allez y retrouver des choses de la vie quotidienne. C'est ce qu'on fait tous les jours ici à 16h. C'est l'économie à hauteur d'homme. Merci beaucoup d'être venu dans Périscope. Dans un instant, Arlette Chabot. À demain, 16h, en direct sur LCI. À demain.